Bienvenue au journal. Le titre: pour une meilleure couverture médiatique des élections à venir, la Haute Autorité de la Communication, la Maison de la Presse et les features de la presse se parlent. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Annoncé comme titre de ce journal: pour prévenir les conflits électoraux à l'issue des prochaines élections, la Haute Autorité de la Communication HAC a initié une rencontre avec la Maison de la Presse et les features de la presse. Au cours de cette rencontre tenue ce mercredi 30 novembre au siège de la HAC, les termes de référence et la résolution sur la couverture médiatique de ces scrutins ont été validés. Reportage Assidou Keita et Moussa Samaki. Assurer une couverture médiatique professionnelle des élections avec plusieurs autres aspects est l'objectif de cette rencontre initiée par la Haute Autorité de la Communication. Nous avons voulu anticiper sur une période cruciale pour tout pays d'Afrique, mais encore plus cruciale pour notre pays qui vit depuis plus d'une décennie une crise multidimensionnelle. Il s'agit de la tenue d'élections générales. Élections qui, avant, pendant et après, peuvent avoir des conséquences, peuvent aboutir sur des crises. Que Dieu nous préserve. Nous apprenons de nos erreurs, mais nous apprenons aussi de nos succès parce que nous allons les améliorer davantage. C'est pourquoi ça nous a conviés à cette rencontre aujourd'hui. Capitaliser ce qui a été bien fait et l'améliorer. Corriger ce qui n'a pas été bien fait. Ensuite, ce qui a manqué, essayer de combler le vide. C'est à cet exercice que nous nous sommes livrés aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous sommes parvenus à des résolutions qui ont emporté l'assentiment de tous. Les élections générales, communales et locales au Mali revêtent une importance cruciale pour le devenir de notre pays. Donc, la validation des termes de référence est de permettre la bonne marche de ces scrutins. Considérant qu'il est indispensable de créer les conditions d'une bonne préparation des médias maliens à une couverture professionnelle et responsable de ces élections, considérant que les médias maliens doivent s'investir pleinement dans la prévention des conflits électoraux et contribuer à l'apaisement du climat politique et social, valider les termes de référence de la rencontre. On demandait à la Haute Autorité de la Communication, la HAC, sur la base des documents visés ci-dessus, l'élaboration du plan d'action pour la régulation des médias en période électorale et vont adresser dans les meilleurs délais ce plan d'action validé aux plus hautes autorités et ont adopté à l'unanimité la présente résolution. Le président de la Maison de la Presse, au terme de son intervention, a invité ses collègues à être prudents et plus pédagogues afin d'éviter des erreurs produites dans le passé. La HAC a grandi, elle a mûri. Des tolérances, des faveurs, il faut le dire, qui ont été accordées à l'ancienne équipe ne vous sera pas accordé. Travaillez à communiquer, travaillez à l'inclusivité, travaillez à rendre les choses plus simples, travaillez à faire en sorte que dorénavant ne soit pas homme de radio, homme de télévision, promoteur qui le veut. Vraiment. La nouvelle équipe de la HAC doit être une équipe plus pédagogue, une équipe qui va beaucoup communiquer, parce qu'aujourd'hui, les choses ont véritablement changé. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous et nous pensons que vous allez continuer à amplifier nos acquis, à faire en sorte que cette HAC ne soit pas d'un côté du fossé et de l'autre les organisations professionnelles. Donnons-nous la main, travaillons dans un contexte dominé par les réseaux sociaux, dans un contexte dominé par les fake news. Et je suis convaincu que
Si la HAC marche bien, la presse va marcher. Il faut rappeler que les élections territoriales et présidentielles sont respectivement prévues en juin 2023 et février 2024. Ce mercredi 30 novembre, le collectif pour la refondation du Mali Korema a animé une conférence de presse. L'objectif est de trouver une solution à la situation des Maliens vivant en Guinée équatoriale, mais aussi de traiter l'interdiction des ONG financées par la France au Mali. Le compte rendu au Moualet. Le premier axe qui concernait notre position par rapport à la situation actuelle, c'est que nous nous réjouissons de la position souverainiste du gouvernement en droite ligne avec la position souverainiste du Korema à travers le communiqué numéro 42 mettant fin aux fonctions des ONG au Mali. Et donc l'annulation du travail des ONG à travers les aides au développement, surtout les ONG françaises. Et deuxièmement, nous nous réjouissons du travail qui consiste à booster l'économie du Mali, qui est aussi une doctrine économique pour l'indépendance économique et financière du Mali, en ce qui concerne la création de la SOREM et aussi de la relance de la Comatex pour un investissement de 6 milliards, permettant de faire en sorte que la Comatex, utilisant les résultats de la filature pour faire des tenues militaires, des tenues pour les écoliers et aussi pour faire des tenues pour nos femmes. Nous nous réjouissons également de l'arrêté mettant fin au processus minier. Mais nous avons souligné quand même qu'il est très important d'attirer l'attention de nos autorités sur l'asphyxie programmée de nos usines de fonderie et de métallurgie. Par l'intermédiaire des membres du CNT, on déposé même une interpellation du ministre par rapport à cette question. Il y a même une loi qui a été proposée parce que ces usines de fonderie sont en manque de 60% de leurs matières premières. N'oublions pas que ces usines de fonderie créent à peu près 100 000 emplois et financent à peu près 100 milliards pour la fiscalité au niveau de l'État et même des collectivités. Donc le fait de ne pas prendre cet aspect en compte va créer un chômage. Arrivé hier, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, a bouclé sa visite de 24 heures au Mali ce mercredi 30 novembre. Lors de son séjour, il a rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et les membres du gouvernement afin de faire le point du processus de transition en cours. Suivons le commentaire. Cette visite de Goodluck Jonathan au Mali entre dans le cadre des préparatifs du sommet des chefs d'État de la CEDEAO prévu le 4 décembre prochain à Abidjan au Nigeria. Au cours de son séjour à Bamako, le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, a eu une séance de travail avec des membres du gouvernement qui ont fait un exposé sur l'évolution de la transition. Ensuite a été évoquée la volonté d'afficher des autorités de respecter les 24 mois qui doivent déboucher sur les élections présidentielles libres et transparentes. Face aux journalistes, Goodluck Jonathan s'est félicité des progrès effectués. Nous sommes plutôt satisfaits de ce qui est en train de se passer. Le programme de la transition se déroule bien, a-t-il déclaré après avoir rencontré des responsables gouvernementaux maliens ou le chef d'État Assimi Goïta. Mais il a tout de suite ajouté, sans donner des délais, qu'il y a des domaines dans lesquels le gouvernement malien doit travailler d'arrache-pied afin de respecter ses engagements. Il reste des problèmes dans quelques domaines, mais on nous a rassurés quant au fait que ces problèmes n'affecteraient pas le programme de la transition, a conclu Goodluck. À présent, l'actualité internationale qui nous amène en Côte d'Ivoire avec l'ouverture du procès des accusés de l'attentat de Grand Bassam à la Coupe du Monde avec la qualification du Sénégal pour les 8e de finale. Et en Iran, plus de 300 morts suite à une manifestation, c'est commenté par Nafissatou Berti.
En Côte d'Ivoire, le procès des accusés de l'attentat de Grand Bassam s'est ouvert mercredi 30 novembre au tribunal criminel d'Abidjan. Les faits remontent au 13 mars 2016 lorsque 19 personnes et 3 militaires ont perdu la vie au cours d'une fusillade survenue dans cette station balnéaire située à une quarantaine de kilomètres à l'est de la capitale ivoirienne. À l'époque, cet attentat avait été revendiqué par les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. L'enquête a permis d'interpeller 4 personnes, le chauffeur qui a convoyé les armes, un homme qui a fait le réparage des lieux et 2 personnes qui ont hébergé le commando terroriste. Parmi les autres suspects figure Mimi Ould Baba, présenté par la justice ivoirienne comme le commanditaire de cet attentat. Ce dernier est en prison au Mali. Il y a aussi Fawaz Ould Cheikh, alias Ibrahim 10, condamné au Mali pour l'attentat du bar-restaurant La Terrasse. Et puis il y a aussi Kounta Dalla, présenté comme l'un des cerveaux de l'attentat, toujours en fuite dans le Sahel. En tout, la justice a inculpé 18 personnes de, je cite, d'actes terroristes, d'assassinat et de détention illégale d'armes. Coupe du Monde, le Sénégal champion s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du Monde de football pour la 2e fois dans son histoire, après 2002. Les Sénégalais ont arraché leur qualification en battant les Équatoriens 2-1 ce 29 novembre à Al Rayyan. Ils finissent ainsi 2e du groupe A derrière les Néerlandais, vainqueurs 2-0 du Qatar. Ainsi, l'équipe du Sénégal retrouve les 8e de finale de la Coupe du Monde après 20 années d'attente. Comme les Lions de 2002, ceux de 2022 disputeront le 2e tour de la compétition le dimanche 4 décembre à Al-Khorf face à l'Angleterre. Un moment de gloire que les champions d'Afrique en titre sont allés arracher face à des Équatoriens pour qui un match nul suffisait à se qualifier, mais qui ont été visiblement rattrapés par l'enjeu ce 29 novembre à Al Rayyan. En Iran, ce mardi, les autorités iraniennes ont fait état de plus de 300 morts après les nombreuses manifestations dans le pays en soutien à Mahsa. Cette kurde de 22 ans avait été arrêtée pour non-respect du code vestimentaire avant de mourir en détention le 16 septembre, ce qui avait provoqué une vague d'indignation à travers le pays. Je cite, « Tout le monde a été affecté par la mort de cette dame. Je n'ai pas les dernières statistiques, mais je pense que nous avons eu peut-être plus de 300 martyrs et personnes tuées parmi les meilleurs enfants de ce pays à la suite de cet incident », a déclaré le général Amirali Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution dans une vidéo mise en ligne par l'agence de presse MER. Les autorités judiciaires ont comptabilisé des milliers d'Iraniens et une quarantaine d'étrangers arrêtés pour un nombre d'inculpations supérieur à 2000 personnes. Parmi les inculpés, 6 ont été condamnés à mort en première instance. Mesdames et messieurs, place à la page Connais-tu ton pays? Les saviez-vous? Aujourd'hui, on vous amène vers la République de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale en forme longue. La République de Guinée équatoriale est un pays d'Afrique centrale. Elle est constituée de 2 parties. L'une continentale, bordée par le Cameroun et le Gabon. L'autre insulaire avec l'île de Bioko où se trouve la capitale Malabo et l'île Anobo. Dirigée par Théodore Obiang Nguema Basogo depuis 1979, sa capitale est Malabo. Sa superficie totale est 28 051 km². Colonisée par l'Espagne, la Guinée équatoriale a pris son indépendance le 12 octobre 1968. Sa population totale est de 1 403 000 habitants avec une densité de 50 habitants par km². Ses langues d'expression officielles sont le français et le portugais. Sa monnaie est le franc CFA. Indicatif téléphonique plus de 140. Sa devise est unité, paix, justice. Son hymne est marchant en foulant les chemins de notre bonheur immense. Le drapeau de la Guinée équatoriale est le drapeau national et le pavillon national de la République de Guinée équatoriale. Il a été adopté lors de son indépendance le 12 octobre 1968. En 1972, sous la dictature de Francisco Macia Nguema, les armoiries furent modifiées avant d'être restaurées le 21 octobre 1979. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Tazoude TV.